Bonjour à tous et bienvenue. Petit bonus après ma dernière vidéo sur le Qatar, suite au succès de ces derniers en Coupe d'Asie, une finale maîtrisée malgré une entame chaotique face au Japon, et globalement, le titre, il est logique. Il n'y a pas grand chose à reprocher aux Qataris, très solide en défense, tactiquement, ça va très vite devant, quelques mouvements sympathiques à une touche de balle. Globalement, cette Coupe d'Asie a été assez faible sportivement et on a vu que sa médiatisation était quasiment nulle en Europe. Et alors, à part pour se moquer du Qatar avec des dits naturalisés et autres, évidemment, il y a certaines polémiques qu'on va aborder plus tard, que j'avais déjà énoncées dans cette dernière vidéo, et qu'on va essayer de mettre dans un contexte plus géopolitique. Et pas simplement le fait de dire « Oh, le Qatar a gagné aux Émirats Arabes Unis, vu les tensions entre les deux pays, quel pied de nez, etc. » et de comparer, pourquoi pas, ce succès à celui de l'Irak en 2007. Alors, avant toute chose, je rappelle que pour tous les personnes qui se moquent de la sélection qatari et des naturalisés, vous voyez ce beau drapeau uruguayen. Et bien historiquement, le meilleur buteur de la sélection et le mec qui a le plus de matchs sur l'équipe nationale du Qatar, il vient d'ici. Il vient de Paysandú, une ville vers la frontière argentine. Il s'appelle Soria, c'est un attaquant qui a mis plus de 40 buts pour le Qatar. Et donc ça faisait partie de cette époque un peu folklorique, un peu fantasque, où on imaginait que Jean-Claude Darcheville allait peupler l'attaque qatari. Alors il n'y avait absolument aucun résultat globalement, mais Soria n'empêche qu'il a été un très fort joueur. Et pour la petite anecdote, au même moment, il y avait Luis D'Agostini, un autre gardien, un autre uruguayen, lui gardien, pas attaquant, qui jouait pour la Libye avec le fils Kadhafi, jouant ensemble à Al Ittihad. Bref, les aventures des Uruguayens dans le monde arabe, c'est aussi quelque chose. Je pense qu'un jour, je les retrouverai, parce que ça peut être très intéressant. Bref, cette équipe qatari ne se repose pas sur le principe des naturalisés express, et même cela... Quand tu regardes la loi qatari, parce que je me suis beaucoup intéressé au texte pour savoir comment tu obtiens la citoyenneté qatari, parce que c'est un peu le thème de la dernière vidéo, notamment avec deux joueurs, puisque ça fait polémique, on y reviendra en fin de vidéo. Alors, comment on obtient la citoyenneté qatari? Déjà, c'est pas facile. On va dire qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus simple. Déjà, si tu veux la citoyenneté qatari et si tu es en mesure de l'obtenir, il faut renoncer à ta première citoyenneté. Donc, si tu deviens qatari, tu vois, Soria, il peut plus être uruguayen. T'es qatari. Point. Ensuite, il faut... Alors, j'ai trouvé tout. Il y en a qui disent qu'il faut 20 ans de résidence au Qatar, d'autres qui disent 25 ans. Néanmoins, si tu viens d'un pays arabe, c'est ramené à 15 ans. Ensuite, il ne faut pas que tu aies de casier judiciaire. Il faut que tu sois une bonne personnalité. Ça m'a fait rire, mais bon, c'est dans le texte de loi. Il faut que tu aies suffisamment de connaissances en arabe et que tu as donné les preuves que tes moyens de subsistance au Qatar ne soient pas illégaux. Donc ça, c'est pour obtenir la citoyenneté qui est vraiment pas facile à obtenir. Je rappelle que sur les plus de 2 millions de personnes vivant au Qatar, 12 ou 13% seulement sont qataris, le reste sont des immigrés. Et donc on va l'expliquer parce que ça aussi, en fait, si tu étudies les émigrations du Qatar, tu arrives un peu à l'explication de cette équipe-là, qui est foncièrement différente, mais qui en effet vient d'ethnies et de peuples différents. Alors, où j'en suis, voilà. Maintenant pour mon ami Soria qui a été naturalisé. Je vais vous citer un petit passage de l'article 6 de comment obtenir la nationalité qatari. Alors je vous ai mis tous les liens en description, je vous ai mis les articles anglais évidemment, parce que je ne parle pas arabe non plus. Et alors là c'est assez intéressant, mais en gros tu peux obtenir la citoyenneté qatari si tu peux, enfin pour des services rendus au pays, notamment pour ceux qui disposent de talents nécessaires pour l'État. C'est-à-dire, c'est notamment le cas de sportifs, et j'ai mis également en lien à l'article de Reuters. Si on juge que tu as les compétences, les talents nécessaires pour le pays, tu peux obtenir la citoyenneté. Ce qui avait fait beaucoup jaser à l'époque dans la société qatari, parce qu'en fait, les sportifs et les athlètes, notamment pour les Jeux Olympiques, l'équipe de handball, etc., étaient privilégiés à des docteurs ou que sais-je encore. Parce que c'est vraiment très compliqué d'obtenir la citoyenneté qatari, mais je vous rassure, ce n'est pas que le cas dans ce pays-là. Alors, on rappelle évidemment, là je parle beaucoup d'émigration, comment on l'explique? Tout simplement parce que dans les années 30 en fait, on va découvrir donc des gisements de pétrole au Qatar, ensuite on va découvrir des gisements de gaz offshore dans le golfe Persique. Petit rappel géographique, alors bon là j'ai pas de tableau, j'ai pas de carte parce que c'est à l'ancienne, vous avez l'habitude. Je rappelle que le Qatar c'est tout petit, Le Qatar c'est tout petit, ça faisait partie à l'époque du protectorat britannique, comme Bahreïn, qui est un voisin qui est encore plus petit, et ce qu'on appelle aujourd'hui les Émirats Arabes Unis. À la base, on va dire les 9 chers, quand ils s'étaient réunis, c'était dans l'idée, quand le protectorat britannique se termine dans les années 70, c'était de faire un pays tout ensemble. Sauf qu'il y a des divergences de point de vue, c'était assez compliqué, puisqu'à l'époque, en même temps, vous aviez l'Iran qui revendiquait plus ou moins Bahreïn. Bref, je ne vais pas tomber là-dedans, parce qu'on aura besoin des heures, il faudrait des cartes pour tout montrer. Mais tant et si bien qu'en 1971, vous avez le Qatar qui prend son indépendance, comme Bahreïn
et les Émirats Arabes Unis, ce qui donne 3 États. À côté de l'Arabie Saoudite, on va dire qui est colossale en termes de démographie et en termes de superficie, et un autre voisin un peu plus gênant à l'époque, puisque vous n'aviez qu'à traverser le golfe Persique pour vous retrouver face à l'Iran. Je rappelle évidemment que dans cette zone, les deux rivaux historiques, on va dire, sur ces derniers siècles, sont l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et on va essayer de mettre ça dans un contexte un peu plus global et voir en quoi cette Coupe d'Asie, comme très souvent, est le prolongement d'une situation géopolitique. Alors, vous êtes au courant, j'imagine, que entre les Émiratis et les Qataris, c'est pas vraiment l'amour. On rappelle, évidemment, qu'il y avait notamment l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Bahreïn et les Émiratis, qui ont déclaré, après le blocus, que le Qatar financerait le terrorisme, etc. Allégation évidemment refusée par les Qataris. Bref, je ne vais pas vous refaire ça parce que je pense que tout le monde plus ou moins a ce contexte-là. Néanmoins, dans les doléances de ces pays-là qui ont imposé un véritable blocus au Qatar, je rappelle qu'il est tout petit quand même, il y avait le fait d'arrêter, les suspicions notamment, de ses liens avec l'Iran. Et là, on arrive au cœur de la chose. Et c'est là où en fait c'est assez intéressant, puisque Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Iran depuis 8 ans, qui vient de partir, suite à cette demi-finale donc perdue, conférence de presse, quand même accueilli par beaucoup comme un héros à Téhéran, même si aussi il a ses détracteurs, on aura le temps d'y revenir dans une prochaine vidéo. Carlos Queiroz a déclaré que la préparation de l'équipe nationale d'Iran a été payée par le Qatar. Aujourd'hui, dans la presse iranienne, vous avez des articles à mes yeux fantaisistes et selon divers journalistes qataris et iraniens, je pense exagérés, du fait que l'émir du Qatar va offrir un appartement à Londres aux joueurs de l'Iran, un salaire à vie, enfin ce genre de conneries, ça j'y crois pas une seule seconde. Par contre, et ça vient donc de la presse iranienne, qu'en effet, l'émir du Qatar aimerait inviter les joueurs à déjeuner avec lui, etc. Et ça, il l'a déjà fait pour plein d'autres personnes, donc pas autre chose, même si c'est vrai que c'est assez curieux. J'imagine bien, admettons, on est en la France pour 1 euro, et on apprend que la Belgique, admettons, c'est la France qui a payé en fait pour leur stage, et que Emmanuel Macron va inviter les Belges. Mais bon, pourquoi pas. Et donc en fait c'est très intéressant, parce que comme vous devez le savoir, l'Iran c'est avec l'Arabie Saoudite, c'est pas vraiment ça. Donc on est dans des enjeux en fait, indépendamment de la religion, et cette division entre dans le monde musulman, entre les chiites, les sunnites, n'étant pas expert, je vais fermer ma gueule, parce que j'entends beaucoup de gens qui parlent sur l'islam sans connaître, donc moi je ne vais pas rentrer dans le débat. Je vais juste simplement dire que, indépendamment de la religion, il y a également des intérêts économiques et d'influence, ce qui est souvent ça. Et en fait, on va se voir donc avec ça que le Qatar ait financé la préparation de l'équipe d'Iran, et ça veut dire quelque chose. Au niveau géopolitique, c'est très très fort. Néanmoins, et c'est là où les Qataris sont quand même très forts au niveau géopolitique, ils marchent sur des œufs. Pourquoi? Parce que depuis le blocus imposé par, donc, je rappelle, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et les Émiratis notamment, le Qatar a dû trouver d'autres solutions dans sa région, forcément. Et il y a notamment avec l'Iran, qui est quand même le voisin en face du golfe Persique. Donc, des liens ont été réouverts. Je vous ai mis un article qui est vraiment fascinant sur le Qatar et l'Iran, ce rapprochement, on va dire, officiel des échanges. C'est-à-dire que maintenant, il y a des nouveaux échanges diplomatiques, des échanges économiques qui ont été réalisés. Et il y a notamment une création d'une chambre de commerce conjointe entre l'Iran et le Qatar. Et ça, avant, c'était pas possible. Alors forcément, ça fait parler dans la région, vous imaginez bien, mais pas uniquement dans la région. On va remettre ça dans une perspective plus mondiale. Je rappelle que la plus grande base militaire américaine à l'étranger est le Qatar. Or, vous savez très bien que l'Iran et les États-Unis, c'est pas vraiment ça. Donc le Qatar ne peut pas dire directement qu'ils vont aider la République islamique d'Iran quand vous avez d'autres États qui cherchent plus ou moins à les asphyxier financièrement, pour se mettre en preuve toutes les sanctions que le régime iranien a subies. Je ne vais pas rentrer sur le pourquoi du comment, ça c'est pas mon job. Or, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que le Qatar est possesseur d'Al Jazeera, cette fameuse chaîne. Or, sur Al Jazeera, c'est pas spécialement pro-Iran non plus. Donc, c'est plus ou moins, on va dire, tu marches sur des œufs afin de trouver des solutions, afin également de survivre dans ta zone régionale, notamment au niveau alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les commerces qataris, tu vas trouver des produits iraniens, vu que les autres produits, tu ne peux pas. On va également parler des espaces aériens, puisque les avions qataris, Qatar Airways, ne peuvent plus survoler les pays qui ont décrété ce blocus. Donc, vous avez d'un côté ces liens un peu plus renforcés avec l'Iran, et de l'autre côté, avec le sultanat d'Oman. Et le sultanat d'Oman, en fait, permet donc aux avions qataris de survoler leur espace aérien, et également, il y a surtout des liens avec les ports.
Les ports omanais accueillant diverses choses du Qatar. Le commerce entre le Qatar et l'Iran, entre le Qatar et Oman a complètement explosé. Je vous ai mis des liens en description. Sauf que officiellement, le sultanat d'Oman, ils ont été neutres sur ce conflit. Ils n'ont pas voulu prendre de position. Néanmoins, ils ont permis au Qatar de subvenir à leurs besoins et de contourner le blocus. Or, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir dans cette finale de Coupe d'Asie, qui se déroulait aux Émirats? Vous doutez bien que pour les Qataris qui voulaient venir, c'était quasiment impossible, très compliqué, avec le blocus et tout. Or, il y avait des supporters d'Oman qui étaient là-bas. Et donc, en fait, ils ont plus ou moins continué à suivre le Qatar. Et ce qui est assez savoureux, en fait, c'est que lors de la finale, en fait, après que, je rappelle en demi-finale, que le Qatar bat les Émirats Arabes Unis, ils se prennent des chaussures sur la gueule. Enfin, faut quand même imaginer que les joueurs du Qatar se sont pris des chaussures à la gueule quand même. Enfin bref. Et ben en finale, on peut pas exhiber un drapeau qatari. Et donc vous avez les joueurs du Qatar qui célèbrent cette finale avec un drapeau d'Oman. Et quelque part, c'est très 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 fort au niveau de la symbolique, tu vois. Avec justement cette politique, cette géopolitique qatari dans la région. Je trouve ça très intéressant et ça dépasse, on va dire, le simple fait d'on va gagner aux Émirats. Forcément, il y a ce côté de rivalité régionale et le football fait partie en effet des zones d'influence, que je rappelle que c'est le sport le plus médiatisé au monde. Donc aujourd'hui, tout le monde sait que le Qatar a gagné un trophée. Donc forcément, en termes de prestige, c'est très important. Et je ne vais pas vous rappeler l'ego des dirigeants politiques du monde entier. Donc forcément, il y a ça derrière. Mais en fait ce qui est fascinant, c'est que tu vois que le Qatar donc, a financé l'équipe nationale d'Iran. C'est quand même au nez à la barbe de l'Arabie Saoudite, etc. Et de l'autre côté, il faut bien voir qu'à l'époque, en Égypte, aujourd'hui, donc c'est le président Al-Sisi qui est soutenu donc par l'Arabie Saoudite. Mais avant, son prédécesseur, donc suite à la révolution, c'était Morsi. Morsi était soutenu par le Qatar. Or aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez en Arabie Saoudite? Vous avez le club de Pyramid FC qui avait été racheté à l'époque par l'ancien ministre des Sports d'Arabie Saoudite, qui a été nommé aujourd'hui ministre plus ou moins du divertissement, le fantasque Turk El-Sheikh, qui a voulu d'ailleurs partir après de Pyramide. Mais il y a des véritables échanges également footballistiques entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Donc, quand tu vois ça, quand tu vois les échanges aujourd'hui de plus en plus réguliers footballistiques entre l'Iran et le Qatar, entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte, en fait, il faut prendre la carte, on va dire, du Moyen-Orient, du Golfe Persique, comme tu veux, de la péninsule arabique, et de voir également que ça se reflète dans le football. On le voit très clairement. Donc, c'est assez intéressant à étudier. Alors, ne parlant pas arabe, forcément, je ne peux pas voir Al Jazeera, comprendre, etc. Un petit chèque aussi est diffusé aussi en anglais, mais ça risque d'être assez sympathique. Plus, il y a quand même aussi également des journaux. Il y a un journal des Émirats qui a dit que le Japon a perdu en finale et à aucun moment il cite le Qatar. Donc là en fait c'est ridicule et on en revient en fait au tout début, au fait des polémiques sur les naturalisations de deux joueurs qataris dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. En fait, il faut comprendre que la presse émirati, saoudienne et de Bahreïn également, même si Bahreïn c'est tout petit, et en fait bon, c'est plus ou moins la chasse gardée des Saoudiens, et d'ailleurs il y a quelque chose qui lie les deux pays. Enfin, regardez déjà sur une carte, vous allez un peu mieux comprendre. C'est assez intéressant aussi à étudier Bahreïn, si c'est un peu plus complexe que ça évidemment. Hein. Là je donne quelques notions, il faut approfondir avec tous les liens que je donne dans la description pour ceux qui sont intéressés. Hein. Je ne suis pas le mec qui va vous apprendre la situation au Moyen-Orient. Hein. Chacun ses compétences. Néanmoins, ce qu'on peut dire, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, les naturalisés, exactement. Donc la presse émirati s'en donne à cœur joie en disant que voilà, il y a une réclamation d'ailleurs de la Fédération des Émirats Arabes Unis qui n'a pas abouti puisque l'AFC, la Confédération Asiatique, a dit non. Il n'y a eu que eux qui ont posé une réclamation. Néanmoins, et là par contre c'est très très étrange d'un tel amateurisme et je comprends pas comment le Qatar a pu faire ça, puisque par exemple le meilleur buteur de la compétition, donc il est né au Soudan mais il est arrivé depuis qu'il a 6 ans au Qatar, il a grandi avec cette académie Aspire, etc. etc. L'autre joueur, Bassam, qui est donc né en Irak, avec son père qui jouait pour l'équipe nationale d'Irak, le Qatar a justifié sa naturalisation en publiant un certificat de naissance de la maman qui serait née au Qatar. Or, la presse, des journalistes ont obtenu la carte d'identité du joueur et ça note bien sur ses papiers officiels d'identité irakiens que ses parents sont nés en Irak. Donc pourquoi falsifier le certificat de naissance de maman? Et là je peux comprendre le dégoût et l'énervement de certaines personnes, même si ça n'empêche pas que le Qatar a bossé de manière beaucoup plus intelligente que les autres pays de la zone niveau footballistique et que forcément il y a une logique avec un processus à moyen terme. Donc voilà, faut remettre les choses en place. Et aussi, il faut faire gaffe à la propagande de partout. Ce que je vous ai dit sur la presse iranienne, etc. Le problème, c'est comment le vérifier. Parce qu'on est aujourd'hui dans un milieu où vous aviez quand même des intermédiaires du gouvernement saoudien qui proposaient des énormes sommes d'argent à des journalistes afin de donner une preuve pour accuser le Qatar, notamment de corruption, etc. Donc vous avez d'un côté les Émiratis, les Saoudiens qui seront prêts quasiment à tout pour dénoncer le Qatar. Mais de l'autre côté, eux vont pas faire mieux.
Donc c'est souvent ce que je dis, il y a énormément de corruption, l'argent achète quasiment tout, et le problème c'est qu'on essaie aussi de manipuler l'information. C'est pour ça que on va essayer d'être synthétique. Le Qatar a gagné la Coupe d'Asie, non pas à cause de naturalisés fantaisistes, mais parce qu'ils ont travaillé bien mieux que les autres, avec notamment des bons. C'est vrai, avec l'argent nécessaire pour les structures, et notamment tous ces coachs espagnols qu'ils ont amenés, et toute cette idée de moyen et long terme. Cette génération qui remporte aujourd'hui, c'est un mélange entre, on va dire, des gens qui ont 25 et 30 ans, et ceux qui ont grandi avec Aspire, cette académie. Mais néanmoins, ça n'empêche que personne ne va inquiéter le Qatar pour ce certificat de naissance supposé de la maman de Bassam, qui est complètement faux, puisque selon les papiers irakiens, ses parents sont nés en Irak. Ce qui n'est, en effet, pas normal non plus. Mais est-ce que quelqu'un va dire quelque chose là-dessus? D'un côté, vous avez les Émiratis, en gros, c'est une guerre un peu de... C'est comme dans le poulailler, tout le monde veut être un peu le coq. Mais aujourd'hui, le coq, c'est le Qatar qui a gagné cette Coupe d'Asie. Bien entendu, le foot, c'est pas la réelle politique, on est très très loin, mais dans le prestige que tu gagnes à l'international, le football fait partie de ça. Et je serais très curieux, on aura le temps d'en reparler avec sans doute les prochains investissements dans le football de l'Arabie Saoudite. On l'a déjà vu, donc comme je vous ai dit, en Égypte avec le club de Pierre Rabhi, même s'il y a des petits soubresauts. Donc écoutez, on verra. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Puis écoutez, on se retrouve bientôt sur la chaîne.